Merci à tous d'être venus et d'être restés pour cette dernière session. On va vous parler de designers et développeurs pour comment créer une différence, comment créer des interfaces différentes. Et on va être diffusé sur un écran de ciné. Donc on espère et on croise les doigts que le responsive sera au niveau. Donc voici Cécile. Je suis product designeuse et agiliste et voici Florent. Moi je suis développeur web et on vient tous les deux de Paris, de Zenica Paris, donc une société de services. Et on a un problème, c'est que tous les sites se ressemblent. Donc ici, on a 3 sites différents, un qui vend des voiles, un qui vend des tours en Australie et un d'actualité française. Et les 3, ils ont un peu les mêmes composants. Ici, on voit les mêmes composants select, le même composant de tabulation, les mêmes cards. Bref, ils se ressemblent un peu tous. Donc ça, c'est un problème. Et ce problème, il est dû à quoi? C'est qu'en début de projet, quand on démarre un projet, eh ben, on va utiliser une bibliothèque de composants. Et c'est tout. Et du coup, on va continuer, on va utiliser entre les différents projets la même bibliothèque de composants. Et ce qui fait que tous les sites vont se ressembler un petit peu. Et donc, on va, durant ce talk, voir comment on peut faire différent. Et pour ça, il nous fallait un sujet. J'ai un aquarium. Voici mon aquarium. Et il n'y a pas de poisson dedans. Donc, le but, ça va être de composer, composer mon aquarium de poissons. Donc, on a fait un projet test qui est AquaCompose, qui permet de composer l'aquarium. Donc, je suis développeur, easy, je vais pouvoir faire mon application. Et donc, la voici. Donc, mon fameux AquaCompose, je vais pouvoir choisir mon litrage. Donc là, c'est le volume de mon aquarium, donc 800 litres. Pour l'instant, il n'y a aucun poisson dedans. Je vais pouvoir ajouter des poissons. Donc, par exemple, je vais rajouter 10 axolotes dans mon poisson, dans mon aquarium. Donc je vois que mon aquarium est occupé à 75%, que la température doit être comprise entre 16 et 22 degrés, le pH entre 7,5 et 9, et la dureté de l'eau entre 10 et 30 degrés. Je peux rajouter des nigros. Donc ce poisson-là, j'en rajoute, je suis occupé à 80% maintenant. Et mes températures et tout ça, elles ont diminué. Donc là, c'est entre 22 et 22 degrés. Donc je dois être très précis niveau température. Et mon pH est un peu plus restreint aussi. Donc voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Ça répond à mon besoin de développeur et d'aquariophile. Hop. Mais en général, c'est pas vraiment beau. Et du coup, quand je fais ça chez mes clients, en général, ils me disent que, ok, je réponds aux besoins, mais en termes de design, c'est vraiment tout pourri ce que tu as fait. Et ça, tous mes clients l'ont dit, mais vraiment tous. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Dans la tête du client, on va dire, on va ajouter un designer. On n'a pas cette compétence et je n'ai pas cette compétence. Donc d'un projet moche, on va ajouter un designer. Le designer va rendre ça joli, et le designer va finir son intervention. Donc, un designer, on va ajouter Cécile. À toi de jouer. Du coup, moi, j'ai le client qui me contacte, il me brief, on fait des échanges. Au bout de 87 échanges, ça lui va. Du coup, j'envoie à Florent un magnifique fichier dans un super mail hyper personnalisé. Merci Cécile. Il est gentil ton mail, mais moi j'ai genre pas Photoshop. Bon, c'est pas grave, je t'enverrai un JPEG. Ah, merci Cécile, c'est joli, hein, mais genre c'est pas vraiment ce à quoi je pensais. Là, sur l'interface, donc tu affiches chaque poisson. Ils sont détourés, moi j'ai pas des images détourées comme ça. En plus, on voit un peu des cards. Alors c'est des espèces de bulles, des bulles à forme variable. Franchement, ça c'est quasi impossible de faire ça en HTML, CSS. Genre je vais pas te le faire, quoi. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on ajoute un designer brutalement à un projet. C'est que souvent on va arriver à un conflit, à beaucoup d'allers-retours dans le projet. Et du coup, on a du mal à atteindre un projet correct. Parce que Cécile, elle va pas être contente parce que moi, je suis un mauvais développeur, j'arrive pas à faire ce à quoi j'arrive pas à faire tout. Et moi, elle me demande des choses impossibles. Donc, on se heurte à un mur. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de travailler comme ce magnifique banc de Barracuda.
et laisser le design une part un peu plus importante. Alors, quand on fait du design, c'est quoi? Avant tout, le design, c'est des recherches, donc la recherche d'utilisateurs. Donc, l'objectif va être de voir les utilisateurs, les questionner, les observer pour vraiment comprendre leurs besoins, ce dont ils ont réellement besoin. Moi, souvent, on me dit qu'en début de projet, mais en fait, de toute façon, ça prend du temps, ça coûte des sous. De toute façon, les utilisateurs, on sait très bien ce qu'ils veulent. Et la réflexion qu'il faut avoir, que ça coûtera toujours moins cher de faire un peu de recherche que de développer pendant 2 ans un produit qui ne servira à rien. Donc, je fais mes recherches. Et à partir de ça, en fait, j'identifie un premier parcours sur lequel j'ai toutes mes étapes. Mais comme on ne va pas tout développer d'un coup, parce que ça serait trop complexe, on va vraiment prendre les étapes clés, celles qui sont vraiment importantes. Et du coup, pendant que Cécile fait ses recherches, moi, je vais pouvoir développer. Je ne vais pas rien faire. On travaille plutôt en agile, donc on va produire de la valeur. Et ce n'est pas grave si on continue d'utiliser ces bibliothèques de composants comme matériel. Donc le projet continue, on livre de la valeur métier, on produit des choses et on rendra et on améliorera le site progressivement. Et en plus, au fur et à mesure que le projet avance, on va avoir plus de connaissances dessus, plus de connaissances sur nos composants, plus de connaissances sur nos composants communs. Donc du coup, on va pouvoir réduire la taille et la responsabilité de nos composants. Et quand on fait ça, en général, dans nos projets, il y a un dossier qui arrive, c'est le projet common de nos composants communs. Donc voilà, donc on va continuer à améliorer le code. Du coup, moi, j'ai mes parcours. L'objectif, c'est de commencer à les conceptualiser sous des écrans. Donc, la première chose qu'on va faire sont des wireframes. Et ces wireframes, je ne vais pas les créer toutes seules dans mon coin. On va vraiment les co-créer. Donc, on va faire des ateliers, des 6-to-1, des Crazy 8 et d'autres choses avec toute l'équipe, donc notamment Florent. Et on va vraiment les faire sur du papier, du crayon. C'est très simple, des carrés, des traits et des ronds, tout le monde sait faire ça. Même moi. C'est dire. Pardon. Donc voilà. Donc on a fait nos jolis papiers crayons. Et moi, je vais pouvoir faire la version 2 du site. Enfin, pas une version 2, mais vraiment une version améliorée qu'on aura continuellement améliorée. Et on aura amélioré surtout le parcours. Donc voici l'application qui a évolué. Donc là, la première question, la première chose que les utilisateurs ont besoin, c'est de remplir le volume de l'aquarium. Donc on va pouvoir remplir un aquarium de 120 litres. Donc là, j'ai mon aquarium qui est vide. Je vais toujours pouvoir ajouter des poissons. Donc je vais pouvoir ajouter mes fameux 3 axolotes. Je peux ajouter un autre poisson, les nigros de tout à l'heure. Et là, on a un aquarium, on a les informations essentielles qui sont plus lisibles. Donc on voit que la température elle doit être de 22 degrés, pile, que le pH il doit être compris entre 7,5 et 8, et la dureté de l'eau entre 10 et 20 degrés. Et que surtout, que l'aquarium est rempli à 187%, donc là, mon aquarium il est un peu trop petit. Donc voilà, les wireframes sont faits, on a pu avancer. Et maintenant, ce qu'on va faire, on est resté jusqu'à présent sur des livrables relativement papier, etc. Et là, je vais partir sur la création pure. Donc, on choisit ensemble les outils qu'on veut utiliser. Alors déjà, ce qu'on veut utiliser, c'est Photoshop. On va le mettre à la poubelle pour ce cas-là. Et donc, on va utiliser des outils de prototypage. Sur le marché, il y en a plein. XD, Figma. Et moi, j'utilise Sketch parce que j'aime bien. On va utiliser aussi un Zeppelin qui va permettre d'avoir dans notre process de travail d'échanger, que je vais lui livrer mes propositions et pouvoir me mettre des commentaires. Je vais aussi pouvoir exporter des prototypages cliquables pour montrer toute la cinématique du projet. Donc si on résume, moi j'ai commencé le projet, j'ai utilisé une bibliothèque de composants, donc là en l'occurrence matériel, et pendant ce temps-là, Cécile, j'ai fait des recherches. J'ai fait aussi des parcours, des wireframes. On a fait des wireframes. Et là, du coup, j'ai pu l'implémenter, un nouveau parcours, et là, elle continue sur ses recherches graphiques. Voilà. Donc, on parle de recherche graphique, on parle tout d'abord de choix sémantique. De quoi voulons parler? Donc, on va partir de notre projet qui est AquaCompose, et on va faire du coup un mind map.
Donc, je vais sortir tous les mots, les expressions, les concepts qui sont liés. Donc, on va parler de poisson, on va parler de vivant, on va parler aussi d'application. Et toutes ces choses vont permettre de faire un mood board, donc une planche tendance de à quoi pourrait ressembler notre produit plus tard. Donc, ça va être des choix de couleurs, de photos, de textures, d'iconographie. C'est vraiment une planche que je vais pouvoir présenter, c'est vraiment mon inspiration. De tout ça, j'ai exporté vraiment des concepts. Je vais parler de texture, de lumière, de mouvement. J'ai choisi une typographie, un style graphique, des couleurs, pour ça qui vont... Pardon. Tout ça va me permettre de susciter des émotions auprès de mes utilisateurs. Ça sera plus juste une application de gestion, mais ça sera l'aquarium. C'est ça, parce que là, actuellement, l'application deuxième version, je dirais, elle suscite l'émotion, pas vraiment une émotion d'aquarium, et on a plus l'impression d'être dans un back-office lié à l'aquarium, certes, mais un back-office un peu neutre. Et on n'est pas différent des autres. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai mes wireframes, donc je vais mixer tout ça pour faire un premier rendu d'un parcours haute fidélité sur des maquettes qui seront prototypées avec du mouvement. Donc je vais le penser en mobile first, mais également la même version du parcours, version desktop. Parce que c'est vraiment deux expériences de navigation différentes, donc il faut vraiment les penser chacune comme une expérience à part entière. Et là, on peut ajouter une étape, c'est on va travailler ensemble. Ça y est, enfin. On a travaillé plutôt de notre côté, on a fait les wireframes ensemble, mais elle a surtout fait des recherches. Et là, on va pouvoir co-construire un design system. Donc, co-construire notre propre matériel, en quelque sorte. Voilà. Et là, c'est en tant que designer, je vais devoir arrêter de penser page par page. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vient par exemple du print, de l'édition. Dans nos études, on a appris à concevoir des pages. Donc, c'est vraiment une modification de notre pensée, de penser vraiment par composants. Pour les développeurs, penser par composants, franchement, ça va. Surtout les frameworks JS, ils sont tous orientés composants. Voilà, donc on n'est pas vraiment perdu. Et vu qu'on va tous les deux penser composants, on va pouvoir créer un langage commun entre designers et développeurs. Et du coup, ça vous connaissez, créer un langage commun, avoir les mêmes définitions, c'est super important pour travailler ensemble. Ça existe dans le DDD avec l'Ubiquitous Language. Donc ouais, quand vous bossez avec des gens, assurez-vous d'avoir les mêmes définitions. Voilà. Et du coup, je ne vais pas partir à créer un design system comme ça, sans trop réfléchir. Je vais mettre un cadre. Donc moi, mon cadre, c'est l'Atomic Design. C'est quelque chose qui a été théorisé il y a quelques années par Brad Frost. Et il part du plus petit, donc l'atome, pour aller au plus grand, la page, en passant par la molécule, l'organisme, le template. Donc le début de notre atomique, c'est vraiment des choix sémantiques. De nouveau, on parle beaucoup de sémantique. Donc les atomes, donc typiquement des couleurs. Donc on va choisir des choix de couleurs relativement neutres, donc primary dark, primary light, disable, plutôt que bleu plus bleu ou bleu moins bleu, parce que demain peut-être que le bleu sera violet. Effectivement. On va aussi faire des choix du coup des styles typographiques. Moi dans mon fichier de travail, je vais appeler mon titre H1. Dans ma documentation, je vais l'appeler également H1 et dans le CSS H1, grosse surprise. Et là, du coup, on va faire des composants et on va faire des composants en partant des composants les plus petits. Donc on ne va pas pouvoir directement les afficher dans notre application et faire des tests visuels avec nos yeux directement sur notre application. Donc quand on construit un design system, quand on construit des composants en atomique, on va avoir besoin d'un outil pour afficher nos composants dans un contexte complètement neutre. Et cet outil s'appelle Storybook. Donc voici un exemple de Storybook. Donc là, c'est pour le composant typographie. Et on voit toutes les différentes typographies disponibles dans l'application, toutes les différentes fontes. J'ai une édition des propriétés. Donc là, on voit que je change la priorité variante. Donc je vois que mon WithNob, ici, il change. On va pouvoir aussi dans Storybook avoir des tests d'accessibilité. Donc on va pouvoir penser accessibilité directement au niveau du composant. Donc là, on voit qu'il y a une violation. On ne respecte pas la contrainte de contraste sur le bouton désactivé, mais ce n'est pas très grave, parce que c'est un bouton désactivé, on ne veut pas qu'il se voit. Et on va voir aussi les tests des composants directement dans Storybook. Donc c'est un outil assez complet pour les devs, pour développer des composants dans un environnement complètement neutre.
Du coup, on va aussi parler d'iconographie. Donc, ça va être les illustrations, tout ce qui est la photo, donc la charte éditoriale de tout ça, et aussi tout ce qui est les icônes. C'est ça. Et pour les icônes, petit aparté, évitez d'utiliser les fonts icônes. C'est lourd et pas forcément optimisé. On peut mettre qu'une seule couleur sur chaque icône. Les SVG Sprite, ça marche bien. Ça marche sur quasiment tous les navigateurs. Et c'est plus léger. Donc, et en plus, on peut mettre plein de couleurs. Donc, utilisez les SVG Sprite. Alors, autre chose, on parle d'émotion, et qu'est-ce qui suscite de l'émotion aussi, c'est tout ce qui est du mouvement, les micro-interactions. Donc là, on va créer une bibliothèque d'animation. Donc là, typiquement, on a 2 SVG, donc une vague et un poisson. Et ça, on va pouvoir s'en servir à différents endroits. Et ça va rendre notre produit vivant. On va également mettre en place une grille. Donc moi, je mets en place souvent une grille de 8 points, donc j'utilise que des multiples de 8. Alors ça, c'est très pratique pour la conception, parce que pour moi, je n'ai pas besoin de réfléchir trop si je mets un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Pour le développement, on part sur quelque chose de rationalisé, qui est là c'est 16 pixels égale 1 REM. Et également pour les utilisateurs, eux, ils auront des guides. Visuellement, ils vont pouvoir se repérer facilement sur une grille. Alors, on a des premiers composants sémantiques, les atomes, et là, on va commencer à parler fonctionnel. Donc, on va parler de molécules. Alors, un fonctionnel simple, un bouton, un input, et c'est un mélange de plusieurs tout petits composants, du coup, type couleur, forme, pour arriver à quelque chose de fonctionnel. On va le penser aussi, on va penser comportement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du pair programming ensemble et on va se dire, par exemple, un bouton, c'est un effet hover, c'est un effet focus, c'est un effet au clic. Donc, comment ça se comporte? Et justement, j'insiste sur le côté on peut travailler ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se mettre sur un bureau et faire du pair designer-développeur. Ça marche mieux. Typiquement, pour les animations, d'autant plus, une animation, quand on nous la décrit sous forme de texte, c'est pas forcément clair. Moi, personnellement, on m'a déjà demandé de faire des animations. Bah ouais, fais ça, anime ça, fais-le bouger vers le haut. C'est vraiment pas clair. Donc là, on peut le faire à deux. La boucle de feedback, elle est beaucoup plus courte. Et on peut faire ça dans Storybook directement. Donc là, on a fait les boutons et on arrive à une animation de plus en plus cool. On a pu améliorer cette animation. Donc là, avec cet effet de vague qui monte, qui remplit le bouton, donc qui est toujours dans le thème de l'aquarium. On voit aussi dans Storybook une fonction. Et ici, si je clique sur le bouton, on voit qu'il y a des actions qui ont été émises. Donc on voit en fait les entrées et les sorties du composant. Hop. Pardon. Quand on fait aussi nos composants moléculaires, on va aussi penser guideline. Je vais pouvoir lui dire, écrire quelque part que toutes mes dimensions, typiquement mes paddings, mes margines, toutes les hauteurs, les largeurs, tout sera référencé. Ça évite de se poser des questions. Et ce qui est écrit, on n'a plus besoin de se le demander. Ensuite, on a les organismes. Alors, un organisme, c'est typiquement une carte. C'est un composant fonctionnel plus complexe, composé de plusieurs micro-composants fonctionnels. Je ne sais pas si je suis très claire. Et ensuite, la structure HTML, donc le template. Et là, du coup, quand on va travailler ensemble la structure HTML, on va pouvoir réfléchir à la sémantique en même temps que l'affichage. Mais on va vraiment, on va pouvoir penser à la sémantique de nos pages HTML. Et enfin, je vais créer des pages types. Jusqu'à présent, on était assez générique dans le nommage, etc., de la visualisation de nos composants. Mais là, je vais vraiment lui montrer, d'un point de vue wording, typiquement, comment ça va se comporter. Vraiment la cinématique de nouveau, les différents états de mes étapes. Et aussi, on va penser accessibilité dans tous nos composants. Donc, que ce soit au moment où on design le composant ou on l'implémente. Voilà. Alors, des choses tout simples à penser à accessibilité, notamment c'est les couleurs. Il y a plein d'outils qui permettent. Il y a des règles universelles, donc le AA, le AAA. Il faut vraiment faire attention. C'est des choses qui sont très simples à mettre en place, mais qu'on a des fois oublié. Ce qu'on pense également, c'est le wording. Je vais dire, typiquement, mon bouton, on n'aura plus à se poser la question, est-ce que j'écris à l'infinitif, aux premières personnes du singulier, du pluriel, etc. Là, dans mon bouton, je vais dire que tous mes boutons d'action seront
ou à la première personne du singulier. Typiquement, j'ajoute, j'enregistre. Ou des règles simples du type j'ajoute un espace non sécable avant les points d'interrogation. Donc c'est le genre de choses qu'on oublie, si on le spécifie, si on le documente, ça devient clair et on est obligé de l'implémenter. On pense aussi référencement. Donc moi, typiquement, je vais pouvoir lui dire que dans la balise head ou dans les balises alt, je voudrais que toutes les choses soient écrites sous une certaine forme. Donc ça ne sera plus à Florent de tout seul imaginer dans son coin quelque chose qui ne sera pas toujours pertinent. Merci. Du coup, ça sera dit. Et du coup, on parle beaucoup de documentation. La documentation, on va pouvoir utiliser un outil, ou l'afficher en ligne en tout cas, et la partager à travers toute l'équipe. Donc nous, on a utilisé pour ce projet 08, donc qui est un projet qui ressemble à ça. On va avoir toutes les fonts de family, tout ce qui est utilisé, toutes les couleurs dont on parlait tout à l'heure, les icônes, l'iconographie. Donc Internet est lent, donc si c'est normal que ça charge un peu lentement. On aura aussi nos molécules, donc là on retrouve nos boutons. Et là, tiens, on trouve comme par magie l'implémentation Storybook. Donc dans cet outil de documentation, on peut mettre aussi un lien vers notre implémentation Storybook. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ici, en haut, on a la documentation et en dessous l'implémentation. Et on va pouvoir aller jusqu'aux organismes. Donc ici, une carte. Une carte qu'on a pu implémenter dans Storybook. Donc voici un magnifique poisson, un poisson de terre qui s'appelle Chéchil, qui fait 1,53 m, qui aime les eaux chaudes parce qu'il est martiniquaise, et on va pouvoir jouer avec. Et c'est également disponible sur la documentation, cette implémentation avec mon magnifique chihuahua. Donc voilà. Donc maintenant on a un design system. Hop. Voilà, donc maintenant on a un design system, c'est terminé. Alors en fait, pas du tout. Parce qu'un design system, c'est quelque chose de vivant qu'on va devoir faire évoluer au fur et à mesure des besoins, de nos retours utilisateurs et des nouvelles features qu'on peut inventer. Et pour ça, il faut des garants. Donc il faut à minima un designer et un développeur. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on co-crée. Ça fonctionne. Comme vous avez vu, il y a ce qui se passe dans ma tête, mais il y a aussi l'implémentation. Il y a aussi beaucoup un document de référence et vraiment cette notion d'évolution, quelque chose qu'il faut accepter. Et tout ça, ça fonctionne que si toute l'équipe est embarquée. Donc toute l'équipe, c'est pas uniquement nous. Ça va être aussi le PO, ça va être au fait toutes les parties prenantes. Ce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est quelque chose qui a un coût, qui demande du temps. Écrire de la documentation, ça a un coût. C'est pour ça souvent qu'on a beaucoup aussi de dettes là-dessus. Et du coup, les implications dans le code. Eh bien oui, parce que du coup, on fait un design system, on le co-crée, du coup, qu'est-ce qu'on va faire niveau code pour nos composants? Et déjà, vous vous souvenez du dossier common qu'on avait créé tout à l'heure dans le projet. Une des premières actions, c'est de l'appeler design system. Alors c'est tout con, mais au moins ça veut dire qu'on va investir dans ce dossier common et qu'on va le faire évoluer. Et tous les composants de ce dossier design system, ils devront respecter 5 choses. Donc des composantes qui doivent être simples, flexibles, personnalisables, testées et documentées. Je m'explique. Alors des composants flexibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire des composants qui vont être utilisés, on ne sait pas forcément dans quel contexte. Et on aura envie, par exemple, de respecter la sémantique HTML. Donc là, ici, mon composant typographique, qui sont juste la fonte du composant. Et on voit qu'on a un attribut component qui est égal à H2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je l'affiche comme un H1, ce composant, un titre, sémantiquement, ce sera un H2. Donc ça permet une certaine flexibilité de pouvoir l'utiliser dans n'importe quel contexte. Ensuite, ils doivent être personnalisables. Des composants, on va pouvoir faire plusieurs variantes, on va pouvoir surcharger en CSS. On ne doit pas restreindre les utilisateurs, souvent, même si les utilisateurs, c'est nous, on ne veut pas pouvoir les restreindre. Ils doivent être testés, comme toute votre application, mais vu que cela, c'est en plus des composants qui sont utilisés partout dans votre application et qui sont très atomiques, on va investir vraiment sur les tests. Et on va respecter aussi le principe de responsabilité unique. Un composant, ça a une responsabilité. Et si ça en a plusieurs, on fait 2 composants. Donc respecter l'atomic design dans le code, c'est important.
Bon, une fois qu'on a fait tout ça, on a fait notre design system, et ben on va pouvoir supprimer matériel de notre projet. Et ça, quand on fait ça, je vous jure que ce commit, il fait vraiment plaisir. Vous ne me croyez peut-être pas, mais on va du coup montrer l'application. Donc l'application finale, c'est ça, c'est celle-ci. Et ça passe en responsive dans un écran de cinéma, c'est cool. On va toujours avoir le même workflow. Là, ce dont on peut s'apercevoir, c'est qu'on a des petites bulles à l'arrière. Donc on est toujours vraiment dans l'univers de l'aquarium. On est beaucoup plus immersif cette fois-ci. Alors, c'est peut-être pas forcément le plus joli, mais au moins c'est immersif. On va pouvoir remplir le litrage. Là, on a déjà un historique parce que j'ai pas cleané après ma répète. On va pouvoir supprimer les poissons. On a nos magnifiques boutons qui sont ici. On va pouvoir ajouter des poissons. Donc là, ici, je vais rajouter 3 axolotes. Pareil, je suis à 150% de la capacité de mon aquarium. Je peux rajouter mes fameux nigros. Je ne peux pas rajouter de poisson rouge, parce qu'un poisson rouge, pour info, ça demande énormément de litrage d'aquarium. Donc s'il vous plaît, évitez de mettre des poissons rouges dans des tout petits aquariums. C'est pas fait pour. Et donc voilà, donc l'application finale, quand on compare à ce qu'il y avait au tout départ, je sais pas, mais moi je préfère quand même celle qui est ici, c'est beaucoup plus immersif, ça me donne encore plus d'avoir des poissons. C'est pour ça que je vais en prendre demain, des poissons, pour de vrai. Mais ça c'est ma vie. Voilà. Donc, pour résumer, les outils qu'on a utilisés. Donc moi, pour développer en co-création avec Cécile, j'ai utilisé Storybook. Alors moi, j'ai utilisé Sketch de mon côté et surtout ce qu'on a mis en place, donc c'est nos fameux outils de collaboration. Donc d'abord InVision et Zeppelin pour travailler au quotidien. Et après, surtout, toute notre documentation, tout ce qui est marqué vraiment, c'est dans 08. C'est ça. En fait, Storybook, ça va vraiment être pour moi, Sketch, ça va vraiment être pour elle. Et le point de jonction, ça va être 08, ça va être notre documentation, ce qui est gravé dans le marbre. Ensuite, on aura des outils collaboratifs qui sont plutôt des outils de bonus pour accélérer le développement et la production du design. Mais vraiment, tous les outils sont à peu près optionnels, mais c'est bien de bien s'outiller si on veut investir dans un design system. Donc pour résumer, on a commencé par utiliser une bibliothèque de composants, on a produit de la valeur métier. J'ai fait des parcours utilisateurs et des wireframes. On a fait des wireframes. Je l'ai implémenté, les wireframes. J'ai fait des recherches graphiques. Et ensemble, on a co-construit le design système du projet. Et on a un beau projet maintenant. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas un problème de commencer avec matériel Bootstrap. On peut considérer ça dans un projet comme une dette technique assumée. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire un biais technique, c'est-à-dire d'utiliser matériel, le temps que Cécile fasse ses recherches et qu'on construise ensemble le design system du projet. Et au fur et à mesure, on va retirer matériel, on va retirer Bootstrap ou Bulma, peu importe, mais on va le retirer du projet et avoir nos composants à nous et avoir un site beaucoup plus différenciant. Mais quand est-ce qu'on va mettre un design system en place? Alors, on va mettre un design system en place tout le temps. Du coup, je m'explique. Demain, je travaille sur un projet, on utilise matériel, on utilise le design system de matériel, mais nous, on ne va pas tout utiliser et on va utiliser dans certains contextes. Donc moi, ce qu'on va faire, c'est vraiment la documentation de comment utiliser ce design system. C'est ça, en fait. Même si vous utilisez matériel sur toute la durée de votre projet, au moins documenter la manière dont vous l'utilisez. Et on peut aller plus loin. Donc on avait notre design system pour Aquacompose. Du coup, on a créé Squama. Donc c'est design system groupe qu'on peut utiliser pour d'autres produits. Parce que lui, il aime les aquariums. Moi, j'aime bien les bassins. Donc on va faire une application pour les bassins. Les bassins avec des poissons dedans. Oui. Et aussi, on voudrait pouvoir communiquer sur notre produit. Donc, on va pouvoir faire des supports imprimés, des supports de communication. Donc, tout ça, ça va partie de notre design system. Et petit warning, on commence jamais un projet par faire le design system groupe. Pourquoi? Parce qu'on se retrouverait avec un design system qui est vraiment un design system de Frankenstein, et c'est pas ce dont on veut. On fait d'abord un design system pour un projet, et ensuite on l'extrait, et on essaye de l'adapter à d'autres produits. Je dirais que si on commence par un design system group, c'est comme si on commençait
à faire un framework avant de faire une application. Ça n'a pas forcément, ça n'a pas vraiment de sens. De plus, on va penser cross-technologie. Quand Google fait Material, c'est juste du design. En fait, le design system, c'est juste du design. C'est une documentation du design. Après, il y a plusieurs implémentations. Donc, pour Material, il y a Material UI pour React, il y a Angular Material pour Angular, il y a Materialize ou en Vanilla. Bref, il y a différentes implémentations de Material. Donc, avant tout, Material, c'est un design. Donc, pensez cross-technologie quand vous faites un design system. Pour résumer, une fois qu'on a fini notre projet, on va pouvoir extraire le design system et créer le design system group. On peut encore investir sur le design system. Mais pourquoi on va vouloir se différencier? Alors déjà, pour les utilisateurs, pour qu'ils se retrouvent vraiment dans un produit, pour la diversité, parce qu'aujourd'hui, Internet ressemble beaucoup à Google. En fait, on crée des produits avec la charte de Google. Donc, c'est pas terrible. Et du coup, ça permet de marquer son indépendance. Je ne ressemble pas au site de mon voisin, donc je suis plus reconnaissable. Et ça, c'est vraiment l'argument, c'est vraiment pour le business finalement qu'on fait tout ça. On arrivera plus facilement à vendre un produit si l'utilisateur sait qu'il est sur notre site et pas sur celui du voisin. Voilà, moi, j'ai plus envie d'être sur la dernière version pour avoir des poissons que sur la première version. Je m'y sens plus. Du coup, quand est-ce qu'on va faire un design system le nôtre? Alors, on va faire notre propre design system quand ça sera pour tout ce qui est interface grand public, notamment. Donc, les sites vitrines, tout ce qui est lié au e-commerce, le B2C de manière globale. Et quand est-ce qu'on va pas se différencier? Alors déjà, sur les projets qui n'ont pas de budget, donc un POC, des interfaces métiers, tester une idée, utiliser Material ou autre bibliothèque, c'est très bien. Mais dans tous les cas, faites pas mon erreur. Moi, j'arrive en mission, en général, et puis je choisis le dernier truc à la mode. Pardon, le micro. Je choisis le dernier truc à la mode. Donc j'ai choisi beaucoup Material Design ces derniers temps, sur tous mes projets. Et le client, il n'était pas forcément content, parce que je faisais des interfaces de gestion. Et quand on utilise Material, sur une interface de gestion, on n'a pas l'impression de travailler. Donc le client me demandait, elle est sympa ton interface, mais on n'a pas l'impression de travailler dessus. C'est dommage, mais tout simplement parce que c'est écrit trop gros, parce qu'il y a des animations dans tous les sens, et Material, il perd l'attention pour les interfaces de gestion. Donc c'est pas forcément adapté. Donc Material, c'est pas adapté au back-office. Bulma, c'est plus adapté, parce que c'est écrit plus petit, c'est plus resserré, il y a moins d'interactions, ça gigote moins dans tous les sens, donc c'est plus adapté dans les applications de gestion. Donc faites toujours un design system, mais utilisez le bon, documentez-le, et ça se passera quand même toujours bien. Et si vous voulez plus, investissez dans votre propre design system, ça ne vous apportera que du business en fait. Donc merci à vous. Et merci à Jérémy Pationnet, Christophe Adrinqui, Hubert Géraud et Nicolas Bardot qui nous ont aidés à faire ce talk. Vous pouvez retrouver les slides ici et sinon on va les publier sur Twitter tout à l'heure. Merci à vous.